Merci de l'invitation, de la confiance que vous me faites. Je vais essayer de répondre par rapport à ça. Alors, je vais mettre à disposition mes diapositives après, donc voilà, juste, peut-être c'est important de savoir. Alors, la collègue précédente, elle vous a fait un topo sur le trouble de stress post-traumatique. Moi, je vais faire quelques redites par rapport au trouble de stress post-traumatique complexe. Donc, on sait qu'il s'agit d'une multitude d'expériences traumatiques qui ont organisé la manière d'être de la personne. Giovanni Liotti nous a appris que la répétitivité des expériences traumatiques, sans la possibilité de pouvoir s'en échapper, amène les personnes à modifier leur manière de prédire l'avenir. Notre cerveau est une machine à prédire l'avenir, et donc ce sont des personnes qui ont, j'ai envie de dire, qui regardent l'avenir avec l'idée que le traumatisme va recommencer. Et étant donné qu'il s'agit dans la plupart des cas, je veux dire statistiquement, les traumatismes relationnels sont les plus fréquents, eh bien, dès qu'il s'agit de rentrer en relation, eh bien, il y a une potentialité que la traumatisation recommence. Voilà. Donc dans le DSM-5 parle de trauma de type 2, la CIM nous a amené à une révolution, c'est-à-dire le trouble de stress post-traumatique simple, et le premier diagnostic qui est mis en lien avec un événement explicatif. Et c'est extrêmement apaisant quand les personnes peuvent se rendre compte que si j'ai ces symptômes-là, c'est pas que je suis mauvais ou mauvaise, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ça permet aux professionnels de dire, c'est pas vous qui êtes anormal, c'est ce qui vous est arrivé qui est anormal. Eh bien, le TSPT complexe entraîne, j'ai envie de dire, est une deuxième révolution, dans le sens où on met maintenant la CIM, avec cette proposition de diagnostic, met en lien une série d'événements avec un tableau clinique, ce qui pour beaucoup de personnes est vraiment quelque chose de soulageant. On sait que, enfin, on nous a dit tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a une comorbidité importante. Ce sont des expériences traumatiques, en tout cas dans ma patientèle, je parle à partir de ma clinique de psychothérapeute, de psychotraumatologue. Donc les gens les plus fréquents sont les gens qui viennent de milieux où il y a eu des violences domestiques, où il y a eu des négligences, des maltraitances, et je vais approfondir ça. Mais quand même, il faut se mettre d'accord sur des définitions. Donc, le TSPT complexe peut se développer, selon la CIM, après l'exposition à un événement ou la plupart du temps à une série d'événements de nature extrême, prolongée et répétitive, vécue comme extrêmement menaçante ou terrifiante, pour lequel s'échapper est difficile ou impossible. Alors, quand je pense à des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles de manière répétée, eh bien, la terreur est là, mais elle est moins définie en ces termes. Mais ce qui est clair, c'est que s'échapper était impossible, a été vécu comme impossible. Alors, les personnes qui présentent une symptomatologie de trauma complexe doivent déjà avoir les symptômes du TSPT simple que ma collègue précédente vous a clairement décrit tout à l'heure. À ça s'ajoutent des problèmes sévères et persistants dans la régulation des affects. C'est la régulation des affects qui pose problème chez ces patients. La régulation des relations interpersonnelles et des croyances persistantes que l'on est diminué, en échec, sans valeur, accompagnées par des sentiments profonds et permanents de honte, de culpabilité, d'échec, dès qu'il y a un stresseur. Ce que la recherche montre, c'est que quand il n'y a pas de stresseur, j'ai envie de dire, ces réactions sont moins présentes. Voilà, donc je vais juste décrire ces trois catégories symptomatologiques. Donc la difficulté dans la régulation des affects concerne une dérégulation chronique des affects, avec des sentiments incontrôlables de rage, de colère, de tristesse, avec des moyens destructifs de régulation des affects passant par l'automutilation. Et c'est vraiment important de pouvoir rechercher, quand les personnes ont recours à ces méthodes, de pouvoir leur demander d'abord « est-ce que ça vous aide ?» Et puis, ils vont tous vous dire « oui, ça me permet d'avoir un moment de répit ». Et du coup, ce moment de répit, pour eux, j'ai envie de dire, c'est déjà une ressource. Après, une fois qu'on a reconnu cet élément-là, ce sera important de pouvoir leur demander est-ce qu'ils seraient d'accord d'apprendre d'autres manières d'avoir du répit. Et c'est seulement s'ils sont d'accord qu'on peut leur apprendre de la stabilisation, sinon ils ne vont pas être demandeurs d'aide.
Donc, il peut y avoir des méthodes de régulation d'affect par l'alimentation compulsive ou la restriction alimentaire, des addictions. Ce sont des patients qui ont une préoccupation suicidaire, j'ai envie de dire, ils ont tous une préoccupation suicidaire plus ou moins latente, plus ou moins manifeste. Donc, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte. Une difficulté à moduler l'engagement sexuel avec des prises de risques exagérées. Ce sont des personnes qui vivent des éléments stressants actuels liés au traumatisme avec une intensité émotionnelle qui appartient au trauma d'origine. C'est-à-dire c'est comme si ça les aspirait au moment du trauma, sans la conscience que c'est ce moment-là que leur corps revit, et avec un risque de retraumatisation continuelle dans la vie courante. Je suis inconsciente qu'en décrivant tout ça, je suis en train de plomber l'ambiance, mais ne vous inquiétez pas, j'ai des pistes après. Il faut bien que je justifie ma présence. Enfin voilà. On essaye de rire aussi quand on peut, mais voilà. Et puis, pour tenter de compenser leur hypersensibilité, leur réactivité, les patients évitent des stimuli de manière comportementale ou en gelant leurs émotions. Donc, ce non-accès émotionnel est vraiment important à prendre en compte. Par rapport aux croyances, ce sont souvent des personnes qui traînent avec eux un sentiment d'inefficacité, d'impuissance, qui sont permanents, voilà, avec des sentiments chroniques de culpabilité, de honte, d'être incompris, avec une minimisation de ce qui leur est arrivé pour contrôler ce qui se passe ou pour expliquer pourquoi ils n'ont pas d'émotion, malgré l'effort qu'ils font pour nous dire ce qui leur est arrivé, des sentiments de désespoir. Et ce qui est important, c'est il faut noter les pertes de croyances antérieurement aidantes. Le dernier groupe de symptômes concerne les difficultés relationnelles envers autrui. Je pense que c'est l'élément, j'ai envie de dire, qui maintient le TSPT en place le plus important. Au-delà de la régulation des affects, je pense que c'est les relations qui posent problème, avec une difficulté à faire confiance. Donc, ils viennent en thérapie, ils voudraient être aidés, et en même temps, il y a un mouvement qui dit « Oui, mais si je lui raconte ce qui m'est arrivé, est-ce qu'elle va me laisser tomber? Est-ce qu'elle va changer de visage ?» Donc, ce sont des craintes qu'on peut travailler, qu'on peut aborder. Avec une revictimisation, une victimisation d'autrui, et puis parfois, enfin souvent, des altérations dans la perception des auteurs de violences. On sait que quand il y a des maltraitances infantiles, on n'est pas en face d'un seul événement, mais on est en face d'un processus complexe, inséré dans un contexte avec des négligences, donc c'est les traumas qui ne disent pas leur nom, et souvent, je pense que c'est ce qui se transmet le plus rigoureusement d'une génération à l'autre, et des déprivations, des invalidations émotionnelles, avec à la fois des choses qui se sont passées qui n'auraient pas dû se passer, et à la fois des choses qui auraient dû se passer, comme de la protection, comme de la proximité, comme du réconfort, et qui ne se sont pas passées. J'aime bien avoir recours à ce modèle de Ruth Lanius et des collègues. Ruth Lanius, très très tôt dans sa pratique, elle a l'avantage d'être chercheuse et clinicienne. Donc, elle a commencé à nous décrire un couple qu'elle avait reçu et qui avait vécu le même événement, c'est-à-dire un carambolage sur l'autoroute. Et elle décrivait que le monsieur, dès qu'il parlait de l'événement, il s'agitait dans son corps, donc il montrait une hyperactivation neurovégétative, et il décrivait que pendant l'accident, il essayait par tous les moyens de sortir de la voiture, il s'était bloqué dans la voiture devant eux a pris feu, enfin voilà, je vous passe les détails, mais voilà, c'est quand même important de savoir que la raison pour laquelle il s'agitait, c'est-à-dire il revivait ça, et pendant que lui s'agitait, sa femme devenait de plus en plus, enfin, on aurait dit endormie, et elle réagissait de moins en moins, elle n'avait aucune émotion, aucune... Je veux dire, elle était dans cette sorte de torpeur, et quand Ruth Lanius lui a demandé « Et vous percevez quoi ?» Elle dit « Je vois une image ». Et puis elle nous montrait des images de PET scan qui nous ont clairement fait comprendre que quand des gens nous racontent des choses traumatiques, premièrement, on ne rentre pas dans les détails quand on ne les connaît pas encore. Deuxièmement, ça ne sert à rien de continuer à parler. Il faut faire quelque chose, il faut activer, j'ai envie de dire, les muscles du corps, il faut... il faut commencer par apaiser la dimension neurovégétative du corps et ensuite continuer à parler. Donc, 10 ans plus tard, elle propose dans cet article de revue un modèle où elle décrit chez une population de TSPT chronique 2 types de réactions post-traumatiques. Mais attention, là ça se corse un peu, ce sont 2 types de réactions post-traumatiques qui peuvent se retrouver
alternativement chez les mêmes personnes, ou ce que j'essaye toujours de comprendre, en même temps chez une même personne. Alors, j'ai un peu du mal à comprendre comment une zone peut être en même temps activée, pas activée. Je veux dire, ça heurte ma logique, mais peut-être je vais progresser, je vais mieux comprendre. En tout cas, les états dissociatifs nous montrent quelque chose qui va dans ce sens. Mais elle décrit un TSPT classique avec ce qu'on connaît, une inhibition des lobes préfrontaux, une activation dans le système limbique de l'amygdale, ce que la collègue vous a décrit tout à l'heure, et une activation de l'insula. L'insula, c'est vraiment le noyau cérébral qui nous permet d'être en lien. On sait que qui nous permet d'être en lien, je vais finir mes phrases, avec ce qui se passe dans le corps. On sait que plus l'insula est activée, plus les réviviscences dans le corps sont fortes et sont ressenties fortement. Donc, et les collègues, dans cette activation cérébrale qu'ils ont pu retracer, donc déjà, ça nous permet de dire, depuis le schéma que la collègue a montré de Joseph Ledoux, ça nous permet de dire que c'est une réaction involontaire et irrépressible. Les gens s'en veulent pour ça, et le fait de leur dire mais c'est le corps qui réagit tout seul parce qu'il active ses mécanismes de survie, eh bien c'est très apaisant pour les personnes en général. Et ici, donc, dans ce TSPT classique, il se passe ce qui est décrit classiquement dans un trouble de stress post-traumatique, c'est-à-dire la pensée qui n'est plus efficace et l'émotion qui déborde. Et on appelle ça un TSPT classique dans le sens où il est difficile de réguler l'émotion déborde, les réviviscences sont là et ça aspire les personnes au moment du trauma. Bon, ça on connaît. Et puis dans 30% des recherches sur lesquelles se base ce modèle, dans 30% des cas, ils ont vu des patients qui, cérébralement, quand on parle de trauma, donc il faut bien savoir, ces réactions sont absentes lorsque on présente des scripts neutres aux patients. Donc ce sont des réactions qui ne se passent que lorsque les chercheurs lisent un script d'une expérience traumatique que les personnes ont vécue. Donc 30% des personnes, quand le script traumatique leur est lu, ont une réaction cérébrale inverse, c'est-à-dire ils ont une activation défensive des lobes préfrontaux, du cortex singulaire antérieur, et cette activation défensive a pour but d'inhiber le système limbique et du coup d'émousser l'affect. C'est-à-dire, vous connaissez peut-être des patients qui ils viennent en séance, ils sont chauds bouillants, enfin voilà, ils disent, oh là, il s'est passé quelque chose, on dit, bon, est-ce que vous êtes d'accord de travailler là-dessus aujourd'hui? Et puis, en tant que thérapeute EMDR, alors juste pour vous dire, je ne fais pas que de l'EMDR, d'ailleurs, voilà. Au début, quand je faisais de l'EMDR avec ces personnes, j'ai été formée en 2003, et puis j'essayais d'être la plus rigoureuse possible. Eh bien, on pose toutes les questions pour activer le réseau neuronal, et à la fin de nos questions, il n'y avait plus d'émotion. Et du coup, c'est comme si on n'avait plus accès au réseau qui aurait pu être retraité. Et donc, voilà ce qui se passe. Maintenant, on a une explication neurobiologique de ce qui se passe, de ce qu'on peut constater. C'est-à-dire, cette activation défensive est absente lorsqu'on parle d'un script neutre, mais lorsqu'on parle d'un script, lorsqu'on parle du trauma, les chercheurs nous disent c'est comme si l'atteinte d'un seuil d'anxiété coupait l'accès à l'émotion. Donc, quand ça coupe l'accès à l'émotion, ça coupe l'accès aux possibilités d'intégration, ça coupe l'accès aux apprentissages liés aux émotions. Nos émotions sont là en premier lieu comme des vecteurs d'apprentissage. Donc, voilà. Donc, ce sont des personnes à qui on va reprocher des manques d'empathie, des manques de réaction adaptée, ou alors des gens qui nous racontent des horreurs, comme s'ils disaient « je suis allé acheter une baguette chez le boulanger », et où les thérapeutes peuvent se dire « mais est-ce que la personne dit vrai ?» Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons, on va dire, des preuves scientifiques, si on peut dire ainsi. Je veux dire, on se raccroche à la neurobiologie pour faire intelligent. Après, je veux dire, on a tous les mains dans le cambouis, on regarde ce qui se passe avec nos patients. Donc on sait que quand il y a l'activation défensive de ces lobes préfrontaux, du cortex singulaire antérieur, eh bien, les personnes n'ont plus accès à l'émotion, n'ont plus accès au corps. Et on a besoin du corps en psychotraumatologie, ce qui est clair. Donc, vous allez me dire,
que je plombe l'ambiance en n'étant pas très centré compétence, alors que le mandat était de parler de l'approche centrée compétence. Et je n'ai pas oublié. Donc travailler en psychotraumatologie centrée compétence veut dire travailler spécifiquement et systématiquement avec les ressources et les compétences. Voilà, je veux dire, si je pose des questions claires, c'est à ce niveau-là. Et de manière non spécifique avec les problèmes, c'est-à-dire lorsqu'ils émergent, lorsque le corps et le patient nous donnent accès à ces expériences. Donc on voit bien que, par exemple, des personnes qui ont des zones d'amnésie dans leur vie, on sait bien que les zones d'amnésie se construisent pour de bonnes raisons. Donc on ne va pas chercher à tout prix à faire des levées d'amnésie. Mais si la thérapie est efficace, la levée d'amnésie viendra et elle fait partie du programme. Il y a des crises qui font partie du programme, donc c'est important de pouvoir le prédire. Donc, en termes phylogénétiques, ou en termes, voilà, on va travailler avec les systèmes d'action de la vie quotidienne, c'est-à-dire comment les gens dorment, comment ils se nourrissent, comment ils sont en lien avec les autres, comment ils gèrent les émotions, comment ils font pour s'occuper de leurs enfants, pour prendre soin de leurs enfants, comment ils coopèrent avec d'autres, d'accord ? Comment ils se reposent. Donc, dans le recueil de l'histoire, parler centré compétence du trauma, je vous ai dit, pas de détails traumatiques avant que les personnes soient d'accord de les aborder, eh bien, on va explorer les ressources de survie. Donc, c'est Lucas Barth qui disait clairement, qui était mon mentor, il disait être centré compétence ne veut pas dire être phobique du trauma, pas du tout, mais je veux dire, on va se concentrer, par exemple, quand votre patient vous parle d'un événement particulier, c'est intéressant de pouvoir lui demander « et qu'est-ce qu'il a fait après ?» Comment il a fait après pour se relever, pour retourner au travail, pour prendre soin des enfants, pour... enfin, voilà, donc, et très souvent, ça mène vraiment... J'ai envie de dire, les personnes souvent commencent par dire « je ne sais pas », et quand quelqu'un me dit « je ne sais pas », il est en train de dire « Hélène, j'ai besoin de temps, laisse-moi du temps ». Laissez-moi du temps, je vous vois mes patients, ils me vous voient aussi. Laissez-moi du temps pour penser à cette question compliquée que je n'ai pas appris à conjuguer jusqu'ici ou qu'on ne m'a jamais posée. D'accord ? Donc voilà, comme la question est importante, en tant que thérapeute, j'attends. Et puis, si jamais je vois qu'ils ne sont pas tranquilles au niveau du corps, je vais faire des exercices d'apaisement neurovégétatif, des exercices d'ancrage, de façon à apaiser leur corps. Et ensuite, je reste avec ma question. C'est-à-dire... Comment les gens ont fait pour se relever de cet événement? Alors, il y a des patients qui disent « mais je ne me suis pas relevé, après j'étais un zombie ». Et puis aujourd'hui, en thérapie, ils ne sont pas un zombie. Donc on peut leur dire « et comment vous êtes passé de l'état zombie à aujourd'hui, vous êtes là ». Et puis les personnes qui ont vécu des traumas depuis la nuit des temps de manière répétée, qui ont fait des parcours migratoires, c'est légitime de leur demander « et comment se fait-il que vous soyez toujours là ?» Et puis, Yvonne Dolan nous a appris que, je veux dire, dans notre posture de ne pas savoir, en thérapie centrée compétence, Yvonne Dolan nous a appris que la manière la plus efficace de faire des compliments à un patient, c'est lui poser des questions qui l'amènent à répondre, dans sa réponse, à se faire un auto-compliment. Je ne suis pas en train de dire que je suis en train de manipuler mon patient, ou alors on manipule tous tout le temps, enfin, je ne sais pas. Mais voilà, moi, je ne sais vraiment pas comment le patient a fait. Et puis, parfois, j'explicite ça. Quand les gens me regardent, voilà, je dis, moi, je n'étais pas là. Et puis ça, c'est clair, hein, je veux dire, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est vrai que je n'étais pas là. Je dis, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez trouvé le moyen de faire avec. J'ai l'habitude de dire en formation que plus la liste des traumas est longue et sordide, plus le fait d'être là pour en parler est le signe très clair et tangible que les gens ont des ressources de survie. Mais ils ne viennent pas avec un CV de ressources. Donc c'est à nous de penser à poser ces questions et à explorer ça tranquillement avec eux, en apaisant leur corps. Donc, les personnes qui ont grandi dans des contextes de négligence, de maltraitance, on est légitime de leur demander « et comment vous avez fait pour grandir quand même ?» Même s'ils ont des parts internes qui n'ont peut-être pas grandi, mais il y a une part d'eux qui a grandi. Comment vous avez fait concrètement? Comment vous avez fait pour apprendre un métier? Ou par exemple, quelqu'un qui a appris la guitare, comment vous avez fait pour apprendre la guitare? Comment les gens ont eu le courage de se mettre en couple quand ils ont vécu des agressions sexuelles, en veux-tu, en voilà, ceux qui se sont mis en couple, on est d'accord. Comment vous avez eu le courage de fonder une famille? Donc ce sont des questions, vous voyez bien, ça met le thérapeute dans une posture très humble, qui dit vous avez déjà fait l'essentiel, mais si vous dites du haut de votre fauteuil, en disant vous êtes un survivant, vous avez fait l'essentiel, les gens disent oui madame, et ça passe au-dessus.
Si vous dites, moi je ne sais pas, et ça m'intéresse comment vous avez fait, j'ai envie de dire, voilà, vous avez une chance que le patient soit avec vous dans ces questions. Et puis, Alan Wade posait des questions aux personnes. Je surveille l'heure parce que je suis déjà en retard. Bref, Alan Wade posait des questions de résistance aux personnes qui vivaient des violences domestiques, voilà, dont on n'a pas besoin de détails, mais il disait... Enfin, j'ai travaillé pendant 10 ans à faire de la supervision, à travailler avec des personnes victimes de violences domestiques, et les travailleuses sociales qui étaient contaminées parce qu'elles entendaient, venaient en supervision en disant 40 ans, elle est restée avec ce fou, 40 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, enfin voilà le temps que la personne est restée. Et puis je me suis dit, oui, effectivement, on peut être contaminé, et c'est important de pouvoir prévenir une traumatisation vicariante, mais pendant ce temps-là, le patient est seul pendant qu'on est là-dedans, dans ces questionnements. Alan Wade, il a une façon de poser la même question, autrement. Il dit, comment vous avez fait pour résister au quotidien, pour pouvoir rester aussi longtemps dans cette situation? Donc, il postule que si la personne est restée aussi longtemps, c'est qu'elle a trouvé le moyen de résister pour durer, sinon elle ne serait plus en vie. Et puis en formation, je dis en général, mais c'est presque une demi-boutade, les personnes qui ne sont plus en vie, on n'a pas besoin de travailler avec eux. Mais les personnes qui sont en vie, c'est important d'explorer les ressources de survie. Je pense que c'est vital. Évidemment, quand on parle des choses, même en termes de survie, c'est intéressant de pouvoir avoir un outil dès qu'on évoque des choses traumatiques pour mettre de côté ce sur quoi on ne va pas centrer son attention maintenant. C'est-à-dire on ne va pas rentrer dans les détails du trauma. J'explique en général aux personnes, je vous propose de faire connaissance d'abord, de trouver des moyens d'apaiser votre corps ensemble. Et quand vous l'aurez décidé, quand vous êtes prêt à le faire, et c'est vous qui me direz, on va pouvoir aborder les choses qui sont importantes pour vous d'aborder. Alors, depuis Pierre Janet, nous savons que toute thérapie psychotraumatologique se conjugue en 3 phases. Une phase de stabilisation qui est importante. Alors, il y a des gens qui disent que la stabilisation n'est pas importante. Je ne suis vraiment pas d'accord avec eux. Donc, dans la stabilisation, eh bien, on construit la relation thérapeutique, on active les ressources des personnes et puis on partage notre savoir de façon à ce que les personnes puissent comprendre que ce n'est pas eux qui sont anormaux, mais ce qui leur est arrivé, et que ces réactions sont des réactions de survie tout à fait normales. Et puis, dès que les personnes sont prêtes, donc on va travailler dans la phase de stabilisation à la régulation des affects, à la régulation des relations interpersonnelles, à la régulation de l'accès aux sensations corporelles. Et puis dès qu'ils sont prêts, et en général, quand on respecte un certain nombre de règles, les patients sont motivés, puis ils nous emmènent vers le travail sur des choses difficiles, surtout si on leur laisse le choix. Donc on peut désensibiliser les expériences traumatiques, et en général, après, il y a des changements qui peuvent être chrysogènes, et voilà, ça peut prendre un temps, cette phase d'intégration et d'accompagnement au changement. Alors, pour se stabiliser, 3 besoins importants. Je vais rentrer plus dans les détails cet après-midi. Donc, il faut que les personnes puissent retrouver un sentiment de sécurité, le sentiment d'être en sécurité. Donc, on sait que les personnes souffrant de traumas complexes, ils ont plus souvent fait l'expérience que leur intégrité n'est pas sauve. Il faut construire un lien d'attachement et, j'ai envie de dire, explorer les liens d'attachement dans lesquels la personne se trouve, de façon à pouvoir apaiser cette dimension de sécurité dans le lien. On sait que les difficultés d'attachement chez les personnes traumatisées complexes sont la plupart du temps présentes, mais la capacité d'entrer en contact demeure intacte. Tant que les personnes sont en vie, elles sont capables de rentrer en contact, ne fût-ce que pour tester son interlocuteur. Et la capacité de construire un lien d'attachement sécurisé est possible si le thérapeute en face est contenant, prédictible et constant. Évidemment, par la suite, d'autres liens d'attachement peuvent être construits ou ont déjà été construits. Et puis, une dimension importante que soigner en psychotrauma centré compétences, en approche centrée compétences tout court, c'est pouvoir avoir de l'espoir et une perspective d'avenir. Donc, je m'oriente beaucoup à travers le modèle de Bruges que j'ai appris avec Lucas Barth. Donc, il pose la question, est-ce qu'il y a une demande d'aide travaillable, en disant que si les gens n'ont pas de demande d'aide travaillable, ils sont dans une relation non engagée, où ils ne demandent rien. Alors, en approche centrée compétences générale, on dit qu'il faut faire connaissance sur le plan humain. En psychotrauma, on va ajouter la dimension, on va se poser la question, est-ce que la sécurité reste un enjeu ?
Et on va travailler au niveau de la sécurité. Hop, ici. Tant qu'on va continuer à explorer des ressources de survie, si les gens parlent du trauma, on va centrer les choses sur le confort physiologique dans l'ici et maintenant, et puis on va travailler uniquement avec ce qui émerge dans l'ici et maintenant. La sécurité est quelque chose qui se mesure, donc, et si vous réussissez, une demande émergera. Donc, la sécurité se mesure à travers une échelle, donc il faut la mesurer une fois que le corps est suffisamment calme. Et la question qu'on pose aux patients, c'est sur une échelle de sécurité entre 1, je ne suis pas en sécurité ici, 10, je suis complètement en sécurité, où est-ce que vous êtes? Et plus la valeur est basse, plus la personne fait un effort important d'être là malgré le fait de ne pas se sentir en sécurité. Donc ça vaut vraiment la peine de demander comment vous faites. Et puis, qu'est-ce que je peux changer, puisque la sécurité, c'est mon travail à moi, le fait de faire en sorte que les gens puissent se sentir en sécurité avec moi. Donc, si on réussit à répondre à cet enjeu de sécurité, à la fois dans l'environnement de la personne, mais aussi dans le lieu thérapeutique, une demande émergera. Et c'est l'expérience que je fais. La prochaine question du modèle de Bruges, c'est est-ce que les patients se mettent au travail? Alors, une personne qui a une demande mais qui ne se met pas au travail, on va dire qu'elle est dans une relation de recherche. C'est les fameux patients qui disent oui mais non, je peux pas m'empêcher d'eux. Voilà. Donc en psychotraumatologie, j'ai envie de dire, on va centrer l'accent sur la question est-ce que la personne se sent en sécurité dans le lien? En tout cas, il va falloir travailler au niveau de la sécurisation du lien. Et est-ce que la thérapie met en péril des liens d'attachement importants auxquels la personne tient? Parfois, on oublie ça. Donc, dans la hiérarchie des interventions au niveau de la relation d'attachement, on va continuer à explorer la demande, les exceptions aux symptômes, bien sûr. On va nous centrer sur la manière dont les personnes gèrent la vie quotidienne, comment ils font pour que malgré leur souffrance et la durée de celle-ci, les choses ne soient pas pires. Et puis, on va explorer prudemment l'état du changement souhaité. Pas trop, je dirais, il faut mieux explorer d'abord qu'est-ce qu'il faudrait ne pas changer avant d'explorer les changements. L'attachement se mesure, la sécurité du lien se mesure dans la capacité à partager l'émotion. C'est-à-dire, si la personne rentre dans un lien d'attachement sécure, elle va avoir accès aux émotions. Les émotions vont commencer à se dégeler et vont commencer par être accessibles. Si vous réussissez, les personnes se mettront au travail pendant la séance. Et si les personnes n'arrivent pas à faire les exercices de stabilisation entre les séances, c'est qu'ils ont besoin de les répéter avec le thérapeute. Je veux dire, j'ai besoin, moi, d'être prédictible. Donc, les personnes qui ne font pas les exercices de stabilisation entre les séances, eh bien, je commence les séances avec un exercice de stabilisation. Je fais ça 4, 5, 6 fois. Et puis, le patient dit « Je l'ai déjà fait ». Puis, je peux dire « Ah, comment vous avez fait ?» Et puis, je l'ai fait dans la salle d'attente. Ah oui, enfin, voilà. Puis, on peut explorer comment le patient a fait pour se mettre au travail. Si je retourne au modèle de Bruges, un patient, si vous arrivez à sécuriser le lien d'attachement, de façon à ce que la personne puisse se projeter dans ce travail en disant avec ce thérapeute, avec cette équipe, avec ce groupe, je vais pouvoir faire du bon travail, alors la personne va se mettre au travail. Alors, Luc Isbach nous parlait de ces patients, de ces rechuteurs sériels et des patients chroniques pour lesquels il avait développé l'exercice des 3 questions. Il est dans les diapos, je ne vais pas avoir le temps de le développer, mais il est dans les diapos. Et comme vous aurez les diapos, vous aurez l'exercice. Donc, la 3e question du modèle de Bruges, est-ce que les personnes sont conscientes de leurs ressources? Alors, vous avez un patient qui demande de l'aide, qui dit « Dites-moi ce qu'il faut faire, je vais faire tout ce que vous me dites ». Donc, il se met au travail. Et puis, j'ai envie de dire, ce sont des patients typiques qui viennent en hypnose, qui viennent en EMDR, qui viennent dans des approches où on connaît la méthodologie, qui disent « Je veux cette approche-là ». Et puis, ils se mettent au travail, puis ils vont mieux. Et puis, ils vont mieux, et puis ils rechutent. Et puis, il y a des symptômes qui réapparaissent. Et puis, l'enjeu en psychotraumatologie va être un enjeu d'autonomie. C'est-à-dire, c'est à nous vraiment de mettre l'accent sur comment les personnes ont fait, quelles ressources propres ils ont utilisées pour mettre en œuvre les choses qu'ils ont réussi à mettre en œuvre. Je veux dire, ça n'aide pas un patient de dire « le thérapeute est génial, la thérapie est géniale ».
je veux dire, c'est au thérapeute de rappeler aux personnes qu'il s'agit d'un travail d'équipe dans lequel le patient a tout son... Enfin, nous, je dis toujours à mes patients, moi, sans vous, moi, je fais rien. Donc, voilà, c'est grâce au fait que vous travaillez en coéquipe, en tant que coéquipier avec moi, qu'on peut arriver à faire des choses ensemble. Et puis, si le patient, petit à petit, peut être conscient de ses ressources, on est dans une relation de co-expertise, et voilà, et les choses peuvent avancer assez vite. Alors, j'ai proposé, dans le cadre de ma thèse, que j'ai soutenue en 2016, un modèle. Alors, vous remplacez EMDR par votre approche par votre méthodologie psychotraumatologique, et ça va aussi. Ça marche très bien aussi. Donc, j'ai présenté ce modèle dans le cadre de la thérapie EMDR, mais on peut, voilà, et je l'ai appelé par une métaphore la boîte de vitesse, en disant que nous, en général, le chemin avec les patients traumatisés complexes, c'est un chemin qu'on voit sur la photo, c'est-à-dire, c'est pas un chemin où les choses vont tout droit, on peut aller droit au but. Souvent, voilà, il y a des virages, et puis il faut adapter sa vitesse. Donc voilà, nous devons adapter notre vitesse à ce qui est possible, aux conditions climatiques, à la topographie du terrain. Et nous devons adapter notre méthodologie de manière dynamique, c'est-à-dire avancer aussi rapidement que possible et aussi lentement que nécessaire. Je suis très contente que le Conseil fédéral suisse, pendant la crise Covid, a pris voilà, ils ont dit il faut qu'on avance aussi rapide que possible, aussi lentement que nécessaire. Voilà, le modèle de la boîte de vitesse, c'est celui-là. C'est vraiment une synthèse donc, les collègues qui ont été formés en EMDR classique ne vont pas s'y retrouver. Donc, en général, en EMDR, de manière classique, on dit qu'il faut cibler le souvenir source, c'est-à-dire le souvenir à l'origine de la problématique. Eh bien, c'est ce qui va le plus vite, effectivement, avec les gens très fonctionnels, pas trop traumatisés, ça marche très très bien. Après, voilà, je veux dire, après on dit qu'il faut cibler les déclencheurs qui restent dans la vie quotidienne. C'est vrai, c'est efficace, c'est juste. Toujours avec des gens très fonctionnels. Et ensuite, on va installer un scénario du futur. Un scénario du futur qui permet d'engager la personne dans l'action par rapport à sa problématique. Où on peut encore trouver des choses à retraiter. Eh bien, Arno Hoffmann, le formateur EMDR Allemagne, il a inversé cette logique en disant « Et si on commençait par les craintes du futur, par les scénarios catastrophes, les appréhensions qui émergent là, dans la relation thérapeutique, au moment où on veut travailler sur un trauma ?» Vous voyez les gens qui ont un TSPT dissociatif et qui, dès qu'on parle du trauma, disent « Non, je ne peux pas ». Il vaut mieux travailler sur le « non, je ne peux pas ». Et après, on a le champ libre pour aller travailler sur les choses difficiles. Et puis, quand j'ai appris ce modèle en 2005, je me suis dit, chouette, je suis rentrée. Et j'ai tout de suite fait le protocole EMDR classique sur les peurs. Et ça marchait très, très bien. Et puis, quand je passais des peurs au déclencheur, ça rebloquait à nouveau. Et puis, j'ai eu la chance parce que, je veux dire, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. En 2006, j'ai rencontré Cathy Oshii, qui proposait une méthode de stabilisation où elle ciblait les émotions pour elles-mêmes, juste les émotions sans toucher à du trauma. Et je me suis dit, mais ça c'est génial pour augmenter la tolérance à l'affect, pour augmenter la fenêtre de tolérance et pour pouvoir après travailler en EMDR de manière sécurisée. Vous voyez, je n'aurai pas le temps de développer tout ça, je conjugue mon anxiété en préparant toujours beaucoup trop. Voilà, mais vous aurez les diapos. Et vous pourrez lire. Je suis en train de vous raconter tout ce qui est inscrit dans les diapos qui suivent, donc, et vous lirez. Donc, travailler sur les deux premières vitesses. Donc, les deux premières vitesses, ça veut dire ce sont des toutes petites cibles qui régressent qui régressent vite, facilement, qui permettent aux patients de pouvoir, j'ai envie de dire, apprivoiser les méthodes de confrontation en travaillant sur des réseaux non traumatiques. C'est-à-dire, du coup, ils ne vivent pas des émotions incommensurables. Les peurs, les appréhensions du futur peuvent être très fortes, mais comme elles régressent vite, les patients sont vraiment étonnés de comment ça s'apaise vite. Et le fait de repenser à la peur, ils disent, je ne sais pas où elle est partie.
Et du coup, ils sont parfois extrêmement étonnés de voir quelque chose, de se voir boucler ce petit objectif avec autant d'efficacité. Et ça crée de la motivation, ça crée chez le patient quelque chose, il dit « Et on peut travailler là-dessus, là-dessus, là-dessus aussi, là-dessus ». Et voilà, du coup, c'est les patients qui demandent et on les a avec nous en tant que coéquipiers. Travailler pendant la période Covid, on a beaucoup travaillé sur l'émergence émotionnelle du moment. Quand vous avez une émotion qui prend toute la place, c'est-à-dire les gens ils disent depuis la dernière fois je suis triste tout le temps. Ou alors ils disent je pourrais arracher la tête de tout le monde, je suis en colère tout le monde. Bah, voilà, je veux dire la meilleure stratégie, c'est enfin la meilleure pour moi. Je sais pas, vous me direz, mais la meilleure stratégie pour moi que je peux proposer à un patient, c'est de dire est-ce que c'est OK si on travaille uniquement avec l'émotion qui est là? Et avec les patients que je ne connais pas bien, eh bien, on met d'abord les traumas de côté dans le contenant, puisqu'on a un moyen de confinement psychique, ça marche. Et ensuite, on va cibler cette émotion qui est là, qui prend toute la place dans la vie quotidienne. Et de ce fait-là, on va augmenter la tolérance à l'affect qui, plus tard, quand on va travailler sur les choses difficiles, permettront un travail dans de meilleures conditions. Alors, au départ, quand j'ai proposé ce modèle de boîte de vitesse, j'avais proposé ces 5 vitesses plus un joker. Et puis, en travaillant avec mes collègues dans une procédure de recherche-action pendant 5 ans, où ils travaillaient sur leur matériel, j'ai envie de dire, et ils me faisaient un retour sur comment ça marche pour eux, ils m'ont dit, Hélène, les liens, c'est plus qu'un joker. Il faut que tu en fasses toute une approche. Et puis, bon, j'ai obtempéré. Donc, on a créé un axe d'attachement. Et dans l'axe d'attachement, on a 3 types de relations. On a les relations aux autres, d'abord. Donc, pour les personnes qui n'ont pas accès à l'émotion, vous savez, les fameux patients TSPT, TSPT gelés ou TSPT dissociatifs, eh bien, pour travailler sur l'axe émotionnel, il faut avoir accès à l'émotion. Donc j'ai oublié les empreintes précoces, mais je n'ai pas le temps d'en parler, je suis vraiment désolée. Mais il y a pas mal de choses écrites à ce sujet. Donc je vais parler des liens aux autres. Donc en toute thérapie, vous avez des patients qui vous parlent des liens aux autres. Et donc on va travailler... On peut travailler, il existe aujourd'hui des protocoles centrés compétences, des moyens qu'on peut aussi marier à d'autres approches comme l'hypnose, comme les mouvements alternatifs. Il faudra arrêter, oui. Je vais venir à la conclusion, mais je vais juste finir mon diapo. Voilà. Donc, il existe aujourd'hui des approches qui permettent de travailler spécifiquement et uniquement avec les blessures relationnelles en mettant de côté les expériences traumatiques. Quand vous avez des gens qui ont ciblé l'expérience traumatique, eh bien, toutes les blessures relationnelles viennent s'inviter dans le travail. Et s'il y a eu énormément de blessures relationnelles, eh bien, ça fait beaucoup à retraiter. Alors que vous ne pouvez pas mettre de côté les blessures relationnelles. Je veux dire, notre dimension d'attachement chez nous, les mammifères, elle est centrale. Donc la première chose qui va s'inviter dans le travail vont être les blessures relationnelles. Mais vous pouvez mettre les traumatismes de côté et vous centrer sur le travail avec les blessures relationnelles avec une approche douce, comme le protocole des lettres, par exemple. Donc en général, on commence par les gens qui sont dans l'environnement quotidien. Et ensuite, on peut étendre ça à la famille d'origine. On peut, par exemple, par ce biais, travailler facilement sur les traumatismes transmis. Et il y a une ressource dont je vais parler cet après-midi, une ressource de différenciation où les personnes qui viennent d'un milieu où ils n'ont pas pu apprendre la différenciation, où ils sont contaminés sans arrêt, peuvent apprendre une différenciation comme un exercice de stabilisation. Et puis, dans la relation avec soi-même, je vais approfondir ça aussi cet après-midi. Je ne vais pas rentrer dans les détails du travail directement avec les mouvements émotionnels internes chez les patients dissociatifs, mais je vais vous parler du travail avec les figures symboliques. Et on a mis au point une ressource d'accordage, j'ai envie de dire, qui permet d'installer des ressources dans le système d'attachement même. Et puis, quand vous travaillez avec des patients traumatisés complexes, il faut prendre soin de la relation thérapeutique par de l'intervision, la supervision. Et si, en tant que praticien, vous êtes à une perturbation au-delà de 5, sur une échelle entre 0, je ne suis pas perturbée, 10, la plus forte perturbation que je puisse imaginer, eh bien, je veux dire, en tant que thérapeute, nous ne sommes plus en capacité de réfléchir, de construire, de planifier. Dans ce cas-là, il faut que le thérapeute prenne soin de lui à travers une lettre d'influence. Voilà, j'ai terminé avec ce diapo, je vais à la fin de ma présentation. Donc,
la boîte de vitesse, aussi rapidement que possible, aussi lentement que nécessaire, je vous l'ai dit, avec la possibilité d'adapter le degré d'exposition au millimètre près, ce qui permet des succès par petits pas, et le bouclage d'objectifs restreints qu'on peut mener à bien dans de bonnes conditions produisent une sensation de triomphe, selon Janet, dès qu'ils sont atteints. Cela crée de la motivation et de la participation active chez la personne, avec une construction de résilience, et personne ne stagne ni ne dérape, et le tandem thérapeutique peut maintenir un processus dynamique. Le patient est expert de sa vie, il aide à la planification thérapeutique. Donc en conclusion, en me référant à Pierre Janet, d'un acte de triomphe à l'autre, cela construit de la motivation chez le patient à aborder des choses en thérapie, c'est ça que je constate. Ça agit contre l'évitement tout en permettant à la personne d'être autrice de sa demande, à mettre en œuvre des changements dans sa vie. Si ceux-ci sont répertoriés, il y a construction parallèle à pas de fourmi d'un processus d'intégration qui, s'il est mis en place de manière répétée, devient une nouvelle habitude constructive. Et finalement, la thérapie va de plus en plus vite. Merci beaucoup une pour figure cette présentation. Symbolique.